Alexandre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, de plus en plus de gestionnaires d'actifs intègrent des critères ESG dans leur gestion. Alors, ESG, ça veut dire quoi? C'est environnementaux, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est un peu la tarte à la crème en ce moment. Chaque fois, les services marketing disent « Regardez, mon fonds, il est ESG, c'est très très bien ». Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au client final en termes de performance, ces fameux critères ESG? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est oui. Dans le sens où, effectivement, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées sur est-ce que ça fait de la performance ou est-ce qu'on en détruit. Je crois qu'il y a à peu près 2000 études qui ont été faites au global. Elles démontrent en moyenne que, de toute façon, l'ESG ne détruit pas de valeur. Et nous-mêmes, dans une étude récente, avons démontré que depuis notamment 2014, on a vraiment une fracture et on a vraiment, cette fois-ci, une contribution positive à la performance des valeurs dites les meilleures en termes de rating ESG. Alors, cette étude, vous l'avez faite sur une population de combien de valeurs? Donc là, on l'a faite sur le marché européen. Donc on a pris la zone euro et on a pris toutes les actions en fait, de la zone euro. De toute capitalisation? Exactement. Et donc, alors on voit apparaître à l'écran un graphique qui résume le résultat de cette étude. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'entre 2010 et 2013, et ce sont ces histogrammes de gauche, on a eu une performance négative des sociétés qui pratiquaient l'ESG. Oui. Ou en tout cas qui faisaient partie des mieux disants en termes ESG. Alors on regarde l'écart, c'est-à-dire on regarde l'écart entre les meilleurs et les plus mauvais. Donc effectivement, entre 2000 et 2013, il n'y avait pas de source de valeur ajoutée à prendre l'une ou l'autre. Alors chaque barre correspond évidemment à une période de temps. Et donc à partir de 2014, ça change. Et pourquoi ça change? Alors, moi, je pense que ça change pour deux raisons principales. La première, c'est une raison un peu fondamentale. Et deuxième, je pense que c'est une raison également de flux. Raison fondamentale, pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a une certaine réalisation que prendre en compte les critères ESG est vraiment source de valeur quand vous allez sélectionner les entreprises. Pourquoi? Évidemment, quand vous êtes gérant, vous souhaitez plutôt investir dans des sociétés où la gouvernance est claire, où vous avez des directeurs indépendants au conseil d'administration, où vous avez des structures de rémunération qui sont en adéquation avec l'entreprise et qui prennent en compte également les actionnaires. Vous avez une politique environnementale aujourd'hui qui devient de plus en plus prépondérante, évidemment, pour une entreprise. Et donc, d'un point de vue financier, eh bien, ces critères vont de plus en plus se mélanger à l'analyse fondamentale. Nous estimons que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de frontières, je dirais, entre l'analyse fondamentale classique et l'analyse ESG. L'analyse ESG vient en supplément et en complément de l'analyse fondamentale. Alors concrètement, là, par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, les critères environnementaux, bon, on sait bien que l'environnement est une préoccupation majeure pour tout le monde, mais oui, pour une entreprise, le souci de l'environnement est source de création de valeur, et donc pour les actionnaires aussi. On peut l'illustrer avec deux exemples très simples, l'automobile et l'énergie. Si je prends l'automobile aujourd'hui, les constructeurs européens devront arriver en moyenne à des émissions de CO2 de 95 grammes par véhicule. S'ils n'y arrivent pas, ils auront des amendes. Et les amendes, ça peut porter sur plusieurs milliards. Donc si vous faites ça, eh bien, vous allez tout simplement impacter la profitabilité de l'entreprise et sa marge. Donc là, ici, c'est un impact réel qu'on peut quantifier et qu'on peut même anticiper. Et aujourd'hui, vous faites un classement des sociétés automobiles et vous êtes capable de savoir quels sont les bons élèves et les mauvais élèves. Après, c'est une opportunité, si je prends par exemple le secteur de l'énergie. Et bien dans l'énergie, l'environnement, beaucoup de sociétés aujourd'hui se valorisent par rapport à leurs réserves de pétrole. Demain, pour atteindre la courbe des 2,5% d'augmentation de la température, il est bien évidemment qu'on ne pourra pas brûler tout ce pétrole. Donc tout ce pétrole qui est en réserve et qu'on intègre dans le bilan de la façon dont on valorise nos sociétés, on ne pourra pas l'utiliser. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement, vous allez devoir revaloriser fortement, et ça c'est déjà opéré, le bilan des sociétés qui sont fortement exposées aux énergies fossiles. Et à l'inverse, toutes les sociétés aujourd'hui, notamment qui sont exposées à l'éolien, ou celles qui font une vraie transition énergétique, cette fois-ci, elles sont exposées à des segments de secteurs où vous avez des taux de croissance absolument colossaux. Alors, très bien pour l'environnement. Le social maintenant,
Parce que c'est tout de même plus diffus, c'est plus difficilement cernable, si j'ose dire. Oui. Alors, de quelle façon avez-vous mesuré l'impact du social sur la performance? Ben là, je dirais, c'est un peu plus intangible. Hein. On est sur le capital humain, cette fois-ci. Mais le capital humain, finalement, c'est lui qui va driver l'innovation, par exemple. Donc, il est vrai que pour nous, si on voit des sociétés avec des taux de rotation trop importants au niveau du management, où vous avez des fuites de talents, c'est des fois avant-coureur soit d'une mauvaise ambiance dans l'entreprise, soit finalement une entreprise qui perd en compétitivité, puisque des concurrents vont aller débaucher les talents, et finalement ça va affecter la santé financière de l'entreprise. Donc on est capable également de pouvoir l'anticiper. C'est également un levier pour nous quand on parle aux entreprises, parce que l'ESG, c'est bien d'en parler, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'investisseurs? Oui, parce que l'un des arguments avancés tout de même par beaucoup, c'est donner du sens à votre investissement grâce à, Oui. à l'ESG. Oui. Mais ça suppose que les gestionnaires de fonds aient un rôle d'influence auprès des managements. Oui. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors la réponse est tout à fait. Moi, je le vois de notre côté. Il y a peut-être 1 an ou 2, effectivement, on avait des gérants qui parlaient au management des sociétés et la partie gouvernance qui parlait aux sociétés. Aujourd'hui, on est ensemble pour le faire. Et de plus en plus, les sociétés... C'est-à-dire que quand vous allez en rendez-vous, vous y allez ensemble? Tout à fait. Alors, soit on y va ensemble, ou même nous-mêmes, en tant que gérants, analystes, on va voir et on reçoit le management de société, et nous-mêmes abordons aujourd'hui des questions OSG auprès du management. Et les dirigeants d'entreprise sont de plus en plus sensibles à la façon dont on perçoit leur politique ESG. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si leur politique ESG n'est pas claire, si elle ne correspond pas également à nos attentes, eh bien potentiellement, nous allons désinvestir de leur société. Mais est-ce que l'ESG, finalement, se pratique par l'exclusion? En gros, vous êtes mauvais en termes environnementaux ou sociaux ou de gouvernance, donc on ne vous met pas en portefeuille, ou est-ce que c'est une approche plus dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, on vous prend tel que vous êtes, mais on attend des résultats. Et si les résultats ne sont pas là, alors là, on vous sort du portefeuille. Oui. Alors, moi, je pense qu'en fait, on est vraiment dans la phase aujourd'hui où le marché évolue. Historiquement, on était beaucoup plus dans l'exclusion ou investir uniquement dans les meilleurs candidats. Ça reste une partie du marché importante et elle le restera. Par contre, les attentes des investisseurs aujourd'hui et de plus en plus la croissance qui va se faire sur les fonds ESG, c'est plutôt dans l'accompagnement, et ce que j'appelle la version 3.0, qui est plutôt dans l'inclusion positive. Et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, en tant que gérants, en tant qu'investisseurs, nous allons nous positionner sur les entreprises pour comprendre leur dynamisme sur l'ESG. Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se détériore? Parce que la mesure statique, c'est bien, quand on fait du best case et de l'exclusion, mais ça ne va pas m'enseigner sur l'avenir. Et finalement, l'évolution qui s'opère dans l'ESG, c'est effectivement cette capacité à anticiper des changements sur la politique ESG. Mais l'exclusion reste tout de même un outil de l'ESG, on est bien d'accord. Et elle le restera. Et elle le restera. Mais du coup, est-ce que les portefeuilles ESG n'ont pas des biais qui pourraient, à terme, être un peu nocifs pour la qualité de la gestion? Non, alors je pense qu'ici, il faut distinguer, quand on parle de l'ESG, c'est important ce que vous dites, entre ce qu'on appelle les fonds dits ISR, où il y a un vrai label d'exclusion, et ensuite les fonds dits où on intègre des critères ESG. C'est une extension en fait, de l'intégration ESG, donc l'ISR fait partie de l'ESG. L'ESG est beaucoup plus global puisque ça va inclure l'ISR, mais ça va inclure le vote, ça va inclure l'engagement, et également l'inclusion positive. Oui, mais Alexandre, là, vous ne me répondez pas vraiment à ma question. Ma question, c'est est-ce que l'ESG, finalement, sécrète des biais dans la gestion qui, à terme, pourraient altérer la performance et constituer un danger? Je ne pense pas. La réalité, c'est que vous observez aujourd'hui que certains pans de marché peuvent se revaloriser justement par les critères ESG. Si on prend par exemple le secteur de l'éolien, pour être très concret, qui est un secteur évidemment en vogue, on peut tout à fait aujourd'hui justifier les niveaux de valorisation de ces secteurs. Pourquoi? Parce qu'en premier, ils sont quand même sur des taux de croissance très importants. Ils arrivent aujourd'hui quand même avec une capacité de financement record. Non seulement des financements où finalement l'argent privé arrive, puisque c'était le premier frein à y arriver,
mais surtout à des taux qui sont tout à fait équivalents à des projets classiques, voire même aujourd'hui inférieurs. Très récemment, la Commission européenne a voté un budget sur les 10 années à venir de donner 1 000 milliards finalement de financement dans ces projets d'infrastructure, dans l'économie verte. Oui, mais en même temps, on ne va pas se mentir, les entreprises qui sont le plus à même de déboucler des budgets pour l'observance des critères ESG, ce sont les plus grandes entreprises. Les petites et moyennes, c'est plus difficile pour elles. Donc, est-ce que, encore une fois, le fait d'appliquer des critères ESG et de mettre ça en avant dans une gestion n'amène pas à moins prendre en compte tout un pan de la cote? Alors, vous soulevez un point effectivement très important, c'est pour les sociétés de petite, moyenne capitalisation boursière. Et il est certain qu'aujourd'hui, que les grandes sociétés boursières ont beaucoup plus de capacité à communiquer et à développer une politique ESG. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que même dans les sociétés de petite capitalisation boursière, il y a quand même une prise de conscience globale qu'elles doivent absolument répondre à des critères ESG et elles doivent absolument communiquer sur les critères ESG. Donc c'est un travail d'amélioration. Je ne dis pas aujourd'hui que c'est fait, mais en tout cas la dynamique est très positive. Il y a une vraie prise de conscience. Et finalement, c'est là où nous, en tant qu'investisseurs, actionnaires, on a un rôle à jouer. C'est le travail aussi d'accompagnement, justement, pour aider ces sociétés à s'améliorer. Si on applique donc des critères ESG dans la sélection de valeurs, quelles sont les zones qui aujourd'hui, selon vous, présentent le plus de potentiel? Effectivement, c'est vrai qu'en Europe aujourd'hui, l'Europe est devenue un petit peu le benchmark en termes d'ESG, et notamment la France, où nous sommes perçus très en avance sur les critères et les sujets ESG. À l'inverse, si on prend une zone comme le Japon, c'est une zone qui était très en retard sur la politique ESG. Depuis 5 ans, le nouveau gouvernement est arrivé avec cette fois-ci des mesures pour révolutionner un petit peu l'approche ESG. Et je peux donner 3 exemples à ce titre-là. La première, c'est qu'au Japon, vous aviez beaucoup de participation croisée. Et finalement, les entreprises n'étaient pas très efficaces et ne portaient pas beaucoup d'attention à leurs actionnaires. En 5 ans, les participations croisées ont pratiquement été divisées par 2. Donc c'est très positif pour nous en tant qu'actionnaires, puisqu'on n'est plus minoritaire cette fois-ci, et on a normalement une performance boursière qui sera meilleure. La deuxième, c'est sur, par exemple, la composition des conseils d'administration. Dans ces conseils d'administration, vous avez plus en plus de directeurs indépendants qui vont donc finalement apporter beaucoup plus de débats dans la stratégie d'entreprise et deviennent maintenant obligatoires au Japon. Et depuis 5 ans, depuis ces réformes, le nombre de directeurs indépendants a doublé. Donc la gouvernance est en train de s'améliorer au Japon. Et d'ailleurs, dans l'étude que vous avez publiée, on voit bien que la gouvernance est un critère de performance. En tout cas, il l'a été entre 2014 et 2017, puisque les sociétés avec la meilleure gouvernance, selon vous, ont produit un rendement annualisé de 8% sur cette période-là. Exactement. Bon, après, ça a un peu corrigé, mais c'est peut-être un retour à la moyenne. Très bien. Mais, Alexandre, tout de même, l'ESG, ça coûte aux entreprises. La mise en application des critères a un coût, fatalement. Donc, sur le long terme, on ne discute pas l'intérêt, et tout le monde préférait d'avoir des entreprises qui soient, disons, parmi les mieux disantes en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais est-ce que, finalement, il ne faut pas attendre que les entreprises soient parvenues à maturité ESG pour investir dans celle-ci? Je pense que le débat, effectivement, aujourd'hui, c'est la finance court terme versus l'impact long terme. Il est certain que quand vous êtes un investisseur et que vous avez une dimension ESG importante, vous devez donc étendre votre horizon d'investissement et aller au-delà du bruit court terme financier. Dit autrement, ce n'est pas parce qu'une société investit un petit peu aujourd'hui et que ça va peser sur son résultat que c'est finalement négatif long terme, voire même l'inverse. Et moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que de plus en plus, finalement, le comportement des investisseurs est en train de changer par rapport à cette étude de politique et que les sociétés qui investissent aujourd'hui sont rémunérées et elles sont rémunérées par leur politique. Le flou des critères ESG doit tout de même être évoqué parce que c'est à l'appréciation de chaque société de gestion, de chaque gestionnaire d'actifs. Donc comment je fais, moi, si je souhaite investir dans un fonds ESG pour donner du sens à mon investissement ou essayer d'avoir un impact sur les entreprises, comment je fais pour m'assurer que ce fonds n'est pas qu'un produit marketing, mais bel et bien un vrai fonds ESG? Alors aujourd'hui, vous avez des labels, par exemple. Donc en France, par exemple, il y a le label ISR qui assure une politique de gestion avec un certain niveau d'exclusion,
qui vous permet de vous assurer finalement que vous avez une gestion estampillée avec une approche ISR. Après, quand vous parlez d'impact, là on va sur une catégorie, je dirais, un tout petit peu différente. À savoir, vous êtes capable aujourd'hui d'investir dans des fonds qui vont avoir un impact. Ça peut être sur des critères de climat, de réduction de carbone par exemple, ça peut être sur des critères de création d'emplois. Donc en fonction de vos valeurs et de ce que vous recherchez, vous pouvez effectivement trouver ce type d'impact. Et là, ce qui sera le plus important pour vous en tant qu'investisseur, c'est de vous assurer derrière que tout ça est mesurable et que la société de gestion peut vous démontrer qu'effectivement, elle apporte soit une réduction de CO2 importante dans son portefeuille ou bien une création en fait, d'emplois qui vous permet vraiment de mesurer. Je dirais que c'est ça la grande nouveauté ces dernières années, c'est comment on mesure l'impact par la politique ESG pour avoir des résultats qui sont vraiment tangibles et mesurables. Et pour que ça marche, il faut aussi que les gestionnaires d'actifs fassent le travail et donc il y ait un vrai rôle d'influence auprès des managements. On est bien d'accord. Voilà. Alors je vais juste revenir sur un petit point, parce que vous parliez aujourd'hui en fait des notations. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des notations, vous avez des sociétés qui sont spécialisées pour noter en fait les entreprises sur l'ESG. Vous vous rendez compte que finalement, vous pouvez avoir des notations différentes pour toutes les entreprises. Alors vous pourrez me dire, ah oui, mais comment on arrive finalement à trouver le bon là-dedans? C'est un petit peu notre travail. Et je dirais heureusement pour nous, parce que ça veut dire qu'il y a encore un niveau d'appréciation en fait du niveau de l'ESG et des entreprises, un niveau d'appréciation qui peut devenir aussi plus qualitatif, parce qu'au-delà d'un score quantitatif qui ne veut pas dire grand-chose, nous ce que privilégions, c'est le dialogue avec une société, c'est comprendre leur politique et encore une fois voir s'il y a des zones d'amélioration. Et notre travail également à nous, c'est les accompagner. Alexandre, merci. Merci Vincent.